Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en conscience. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de clarté dans leurs émotions et surtout un peu plus de conscience dans leurs relations, en commençant par celles qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, auteure et formatrice. Il y a quelque temps, une patiente m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je crois que je vais arrêter d'attendre quelque chose de lui ». Ce qui m'a marqué dans cette phrase, au-delà même des mots, c'est la manière dont elle l'a dite. J'ai senti dans sa voix quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si elle venait de prendre une décision importante pour elle, comme si elle venait de trouver une solution pour ne plus souffrir. Face à une situation douloureuse, face à un vécu douloureux, on cherche évidemment des solutions pour ne plus souffrir. Mais là, elle venait dire que ce qui était douloureux dans la relation, c'était l'attente qu'elle avait vis-à-vis de son partenaire. Et sa stratégie, en tout cas la stratégie qui semblait à ce moment-là lui procurer du soulagement, c'était d'arrêter d'attendre. Je me suis demandé si c'était vraiment la solution, ou est-ce que c'était simplement une manière de ne plus être blessée. D'ailleurs, peut-être vous êtes déjà dit vous aussi qu'il valait mieux arrêter d'attendre des autres pour mieux se protéger, pour se préserver, qu'on était mieux servi par soi-même, que l'attente, finalement, c'est ce qui générait de la frustration et faisait souffrir. Donc se dire, je vais arrêter d'attendre, je vais me concentrer sur moi, je ne vais plus espérer, effectivement, ça peut avoir quelque chose de protecteur. Et d'ailleurs, dans beaucoup de discours autour du développement personnel, c'est même une idée encouragée. On entend souvent, occupe-toi de toi, ton bonheur ne doit dépendre de personne d'autre que toi, arrête d'attendre. Et effectivement, sur le moment, cela peut paraître très libérateur. Quelque part, ça donne la sensation de reprendre le contrôle. Comme si à ce moment-là, on se disait, puisque je n'attends plus rien, je ne peux plus être déçu. Mais je crois que dans la réalité des relations humaines, c'est pas toujours aussi simple. Parce que parfois, ce mouvement qui consiste à attendre moins de l'autre ne vient pas d'un apaisement. Il vient plutôt d'une blessure. Et au lieu d'apaiser la relation, il peut créer quelque chose de silencieux, une douleur, une blessure plus silencieuse. Et d'ailleurs, de manière encore plus profonde, un conflit à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne un moment pour réfléchir à cette idée. Parce que contrairement à ce que l'on croit souvent, arrêter d'attendre de l'autre ne résout pas toujours les conflits. Et parfois, ça les déplace simplement ailleurs. Quand une relation devient difficile, quand les disputes se répètent, quand on a l'impression de dire les choses mais de ne pas être entendu, il est vraiment très tentant de se dire que pour sortir de là, la décision à prendre, c'est attendre moins. Parce que attendre, c'est aussi risquer d'être déçu. Bon, si on parle là-dessus, en réalité, aimer, c'est prendre le risque d'être déçu aussi. Quand on attend de l'attention et qu'elle ne vient pas, on se sent blessé. Quand on attend du soutien et qu'il n'arrive pas, on peut se sentir seul. Quand on attend, je sais pas, une reconnaissance et qu'elle n'est pas là, on peut se sentir invisible. Alors, effectivement, à un moment donné, certaines personnes prennent une décision intérieure, une décision qui ressemble à une protection. Je vais arrêter d'attendre. Et vraiment, cette sensation de liberté, elle est totalement compréhensible. C'est comme si, voilà, là, il y a un besoin qui est frustré, la frustration de l'attente, le besoin que quelque chose bouge, le besoin un besoin d'apaisement, un besoin de soulagement. Et la stratégie, c'est faire bouger quelque chose. Donc, pour faire bouger quelque chose, je prends une décision. Le fait d'avoir pris une décision à ce moment-là, c'est libérateur. Cette décision de « Ok, maintenant je me protège, je prends de la distance, je me recentre sur moi ».
Et ça vient dire aussi quelque part, je ne dépendrai plus de ça, je ne dépendrai plus de ce besoin d'attention, je ne dépendrai plus de son soutien, je ne dépendrai plus de son regard, de son amour. Je n'attendrai plus que mon bonheur dépende de cette relation. Et bon, quelque part, ça a quelque chose de bon de ne pas dépendre, parce que bon, la dépendance, tout ce qui est à l'excès n'est pas bon, n'est-ce pas? Donc la dépendance, même si quelque part, je crois qu'on dépend un peu tous les uns des autres, cette dépendance affective-là, effectivement, elle peut devenir destructrice. Mais dans cette quête de liberté intérieure, est-ce que ce n'est pas simplement une manière de se protéger d'une douleur qui s'est répétée? Pas du lien, pas de la relation, mais d'une douleur plus ancienne, plus profonde. C'est-à-dire que je ne me protège pas de l'autre, je me protège de la douleur qui se répète et de la blessure émotionnelle qui se creuse, de la distance émotionnelle qui s'est installée au sein de notre relation. Au début d'une relation, on se dit les choses, on exprime ce qui nous touche, on partage ce qui est important pour nous. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous connaître, de sentir justement cette connexion, comme si on se connaissait depuis toujours, de sentir que l'on est compris, de sentir que l'on peut créer un cocon de sécurité avec l'autre. Puis, il y a le premier conflit, qui nous permet finalement de voir un peu comment on réagit dans les moments de conflit, qui nous permet d'aller vérifier aussi, est-ce que j'ai encore envie de choisir l'autre, et de nous réajuster. Puis, un deuxième conflit. Puis, un troisième. Ça devient fatigant. Et parfois, les mêmes situations reviennent. On répète ce qui nous frustre. On explique ce dont on a besoin. Et on espère être compris. On essaye de se faire entendre. Et lorsque cela ne fonctionne pas, certaines personnes continuent de lutter malgré tout, en se disant je vais tenter d'autres stratégies, je vais essayer de faire autrement, je vais parler plutôt comme ci, plutôt comme ça, je vais me comporter plutôt comme ci, plutôt comme ça. Bref, certaines personnes vont lutter, parfois seules, parfois avec l'autre, pour trouver des stratégies afin que ça change. Et il y en a d'autres qui, peut-être à force de lutte, ou peut-être parce qu'elles n'ont juste pas envie, pas la force de lutter, se fatiguent. Celles qui ont lutté trop longtemps et qui finissent par se fatiguer peuvent se dire simplement je laisse tomber, c'est pas grave. Dans le conflit, ne plus être dans cette recherche de compréhension. Parce qu'à force de conflit, à force de blessures, à force d'incompréhension, elles ont fini par encoder la croyance que ça ne sert à rien. De toute façon, il ou elle ne me comprendra pas. Donc, laisse tomber. Et parfois, ça va même plus loin. Alors qu'avant, je luttais parce que ce besoin était ultra important pour moi. Il l'est toujours d'ailleurs, mais j'avais vraiment envie que tu sois la stratégie et j'avais espoir que tu sois cette stratégie-là. Cette stratégie qui allait pouvoir m'aider à répondre à mon besoin. Je me dis, c'est pas grave. Tant pis, fais comme tu veux. J'accepte. Il y a une part qui renonce. Et parfois, au sein même de cette part qui semble renoncer, il y a encore quelque chose de plus profond. Là où la part qui renonce montre un masque d'indifférence, il y a aussi parfois du découragement. Je crois qu'il y a deux types de découragement, enfin plusieurs types de découragement. Le découragement à force de lutte, j'ai lutté, j'ai cherché des stratégies pour que ça change, pour que ça bouge, pour être compris, pour comprendre l'autre. Bref, j'ai lutté pour qu'il n'y ait plus de conflit ou pour que le conflit s'apaise, pour qu'on trouve un terrain d'entente. J'y suis pas parvenue et aujourd'hui je me dis que c'est pas grave. Tant pis, j'abandonne. Donc j'arrête de lutter. Ce renoncement-là peut être un renoncement à la relation qui progressivement en fait à force de déception, de tension, a fini par se dégrader, s'érafler
Et donc, on reste, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se détache de plus en plus. Puis il y a le renoncement, le découragement qui, lui, a mal, a encore mal. Et encore, je suis découragée, mais je refuse d'arrêter d'y croire. C'est très bizarre à expliquer. C'est très, je crois qu'on est vraiment là dans un paradoxe, dans l'ambivalence même humaine. Je montre de l'indifférence, mais à l'intérieur de moi, j'espère. Je suis découragée, mais à l'intérieur de moi, j'ai encore, ne serait-ce qu'une petite once de désir qui me donne envie de tenir. Et constater ça, prendre conscience de cette petite once-là, peut aussi être douloureux. Parce que finalement, ok, j'y crois, mais je vois que ça fonctionne pas, et je m'accroche, mais je vois qu'il n'y a pas de réponse en face, mes besoins sont pas remplis, j'essaye, j'ai trop mal, il vaut mieux que je lâche. Et donc, que je me concentre sur moi. Ça veut dire pouvoir prendre soin de ses besoins, écouter ses émotions, revenir à ce qui est important pour soi. Mais il y a aussi ce que l'on appelle se concentrer sur soi, se fermer, dire moins de choses, se renfermer, partager moins, attendre moins, demander moins, comme si petit à petit, on essayait de réduire la relation. Pas parce qu'on n'aime plus l'autre, mais parce qu'on essaie de ne plus être touché. C'est là que je parlais de protection tout à l'heure. Je mets de la distance, je me recentre sur moi, et je m'éloigne. Je m'éloigne de l'autre. De nouveau, nous sommes dans une ambivalence, un paradoxe humain. Le conflit extérieur diminue. Effectivement, il y a moins de disputes, moins de reproches, moins de tensions. Mais cela ne veut pas forcément dire que la relation est apaisée. Parce qu'à l'intérieur, quelque chose continue à travailler. La frustration, la tristesse, le sentiment de ne pas être reconnu. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Parce que même si ça disparaît à l'extérieur, se coucher le soir à côté d'une personne pour qui on a de l'amour, mais avec qui on se sent triste, waouh, ça fait mal. Et donc, oui, effectivement, à l'extérieur ça va, mais à l'intérieur, la distance se creuse de plus en plus. Et en plus, on montre à l'autre, regarde, j'attends moins de toi, j'ai moins besoin de toi, je me débrouille. Pour espérer parfois le ou la faire réagir, pour espérer que ça fasse... c'est là que je parle souvent de... C'est la meilleure stratégie pour jouer avec les blessures de l'autre, je m'éloigne pour te faire venir. Mais si je m'éloigne et que toi, t'as très peur d'être abandonné, ben en fait, eh bien, tout le monde se met en mode protection. Cette stratégie de ne plus rien attendre de l'autre en apparence, de moins demander, de moins parler, se renfermer, elle peut effectivement donc créer une relation plus calme, mais aussi une relation beaucoup plus pauvre émotionnellement. Si on parle moins, on exprime moins, on partage moins ce qui est important, petit à petit, on entre dans une relation superficielle. Si elle ne l'était pas déjà, mais ça c'est autre chose. Et ce superficiel ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus, mais on a appris à ne plus attendre. Où l'attente est associée à une peur. Et notre cerveau commence à intégrer ça comme une vérité, une réalité. L'autre devient potentiellement dangereux émotionnellement pour nous. Je n'attends plus, donc il n'y a plus rien à se montrer. Il n'y a plus rien à partager, finalement. Bon, si ça vient, je prends, mais je vais plus impulser. Mais, quelque part, attendre de l'autre, ce n'est pas seulement une question de dépendance. C'est aussi une manière de dire tu comptes pour moi. J'ai besoin de toi. Ta présence est importante. Ce que tu fais a de la valeur dans ma vie. Et donc, ce que tu ne fais pas me fait mal. Une relation vivante implique forcément un niveau d'attente, un certain niveau d'attente.
Parce qu'une relation, c'est un espace où deux personnes acceptent d'avoir un impact l'une sur l'autre. Alors, à la question faut-il attendre moins de l'autre pour éviter le conflit, j'ai envie de répondre non. Non, attendre moins de l'autre, ça peut avoir pour conséquence d'intensifier le conflit interne. Sauf si effectivement toutes les stratégies ont déjà été épuisées, sauf si on sent qu'à l'intérieur il n'y a plus d'énergie, vraiment qu'il n'y a plus d'énergie, qu'on s'est vraiment écouté et que c'est pas une stratégie d'évitement et de survie. Alors dans ce cas, oui effectivement il faut savoir lâcher. Et pour lâcher il faut effectivement ne plus attendre. Mais dans le cas où il y a encore cette blessure ouverte et cet espoir, la vraie question c'est comment exprimer ce qui est important pour nous sans que ça devienne une lutte. Parce que dans beaucoup de conflits, ce qui fait souffrir, c'est pas seulement ce que l'autre fait ou ne fait pas, c'est le fait de ne pas réussir à être entendu, ne pas réussir à faire comprendre ce qui compte. Et lorsque cette tentative échoue plusieurs fois, effectivement, on peut choisir de se retirer, de ne plus attendre, de ne plus demander. Mais ce retrait, il n'apaise rien, il n'apaise pas la relation. Il crée encore plus de blessures. Donc peut-être qu'il y a une autre manière qu'il y a d'autres stratégies à trouver. Des stratégies qui, peut-être, ne fonctionneront pas et mèneront progressivement vers le fait de ne plus attendre, mais peut-être que ce jour-là, ça viendra dire qu'il n'y a plus d'amour. Ou en tout cas qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'ai la croyance qu'il est toujours bon d'essayer à deux pour ne rien regretter. Il est important, à mon sens, d'avoir le sentiment d'être allé jusqu'au bout des choses avant de renoncer. Les regrets peuvent être durs à digérer. Se recentrer sur soi ne signifie pas se couper de l'autre. C'est reconnaître ce que l'on ressent. C'est identifier ce qui est important pour nous et trouver une manière de l'exprimer. Pas pour accuser, pas pour exiger, mais pour rester présent dans la relation. Parce qu'effectivement, une relation ne se nourrit pas seulement d'amour, elle se nourrit aussi de ce qui est partagé, de ce qui est dit et de ce qui est reconnu. Et cette reconnaissance, elle se construit à deux, mais elle commence par soi-même. Alors non, attendre moins de l'autre n'est pas toujours la solution pour éviter les conflits, parce qu'une relation vivante implique forcément de se montrer, de partager, et parfois aussi donc d'attendre. Mais peut-être que la clé, ce n'est pas de réduire nos attentes, c'est d'apprendre à dire vraiment ce qui compte pour nous. Et si exprimer ce qui compte pour nous devient trop souvent une bataille, exprimer de manière efficiente, pas pour accuser, pas pour rentrer en conflit. Ici, il fait la différence de constructif, mais vraiment de manière efficiente, avec, j'ai envie de dire, la bonne stratégie. Si en face, pour l'autre, c'est toujours de la défense et de la bataille, alors peut-être qu'il n'y a plus rien à attendre. Mais pas de l'autre, de soi, dans la relation, avant tout, pour pouvoir choisir et faire les choses en conscience. Faire couple, se mettre en couple, c'est répondre à des besoins, à un besoin profond, le besoin d'amour, mais aussi au besoin de partage. Je me mets en couple pour répondre aux besoins d'un autre et pour qu'il réponde à mes besoins. Si le couple n'a plus cette fonction de soutien, de partage et de réponse aux besoins mutuels, alors oui, peut-être qu'il est nécessaire d'aller au conflit pour soit trouver un terrain d'entente, soit arrêter d'attendre et être fixé. Mais avant tout, le plus important, c'est d'être au clair avec soi-même. Donc avant de prendre la décision du repli total et définitif qui va davantage vous faire souffrir et davantage fragiliser la relation, est-ce qu'il est possible de trouver des stratégies pour communiquer ce que vous ressentez différemment? Si toutes les stratégies ont été épuisées, est-ce que en face, vous avez le sentiment que l'autre
est en recherche aussi de stratégies. Auquel cas, peut-être qu'une thérapie de couple peut être efficiente. Ou un regard extérieur, ou un soutien d'une personne plus ou moins objective, plus ou moins neutre. Ne gardez pas vos difficultés dans l'entre-soi. Ne vous repliez pas avec, parce que toutes les émotions contenues, étouffées, finissent par ressortir à un moment ou à un autre, et d'une manière qui peut être extrêmement douloureuse, pour soi, pour l'autre, pour la relation, et parfois même pour l'entourage. Merci d'avoir pris ce temps de partage avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à l'envoyer à quelqu'un avec qui ces réflexions pourraient résonner. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous abonnant et en laissant une note ou un commentaire. Et je partage également régulièrement des réflexions, des outils et des contenus autour des relations, de la communication, de la confiance sur mes réseaux. Et je propose également des accompagnements, des formations et des livres pour ceux et celles, je vais y arriver, qui souhaitent aller plus loin. Voilà, si vous avez une question ou une réflexion que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode, vous pouvez m'écrire sur Instagram, je serai ravie de vous lire. Merci pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en conscience. En attendant, prenez soin de vous et de vos relations en confiance.